Les lumières de la salle à manger scintillaient, se reflétant sur le cristal et l'argent, tandis que les rires résonnaient. La scène était parfaite, la famille réunie pour célébrer un jalon. Mais, au milieu de toute cette joie, une phrase, prononcée avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux, coupa l'air comme une lame affûtée. « Comment te sens-tu d'être la moins utile ici, avec ton petit travail de bureau ?» Imaginez un instant que ces mots n'aient pas été dits à un étranger, mais à la personne que vous attendiez le moins. Celle qui, silencieusement, a toujours été là, en coulisses, réparant ce que personne ne voyait, payant les factures que personne n'admettait, construisant les fondations que tout le monde tenait pour acquises. Quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais remarqué, ou pire, quelqu'un que vous avez sous-estimé toute votre vie. Dans cette histoire, qui vous tiendra en haleine du début à la fin, vous ferez la connaissance d'Éléonore. Elle n'est pas l'héroïne évidente, ni la protagoniste bruyante. C'est l'architecte discrète qui, de ses propres mains et avec son propre argent, a bâti des empires invisibles tandis que d'autres récoltaient les lauriers. Vous découvrirez que la façade d'une famille parfaite peut cacher des secrets qui ébranlent les structures les plus profondes. Et que se passe-t-il lorsque cette personne inutile, cette ombre, décide de sortir de l'obscurité et de révéler la vérité? Quand elle décide qu'elle ne paiera plus le prix d'une vie invisible. Croyez-moi, ce que vous pensez savoir sur cette famille va s'effondrer. Préparez-vous à des rebondissements que vous n'auriez jamais imaginés, à des secrets qui éclatent et à une transformation qui vous fera tout remettre en question. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui arrive quand la « moins utile » décide d'arrêter de soutenir le monde de tout ce qui l'entoure? Parce que, quand elle ouvre enfin la bouche, le silence qui s'ensuit n'est que le début. Éléonore Vance, la trentaine bien entamée, se sentait souvent comme une ombre silencieuse dans le tourbillon lumineux de sa famille. Architecte indépendante, elle passait ses journées à transformer des esquisses en structures impressionnantes, des œuvres d'art fonctionnelles qui ornaient le paysage urbain de Rio de Janeiro. Pourtant, pour sa famille, elle restait la petite Éléonore, la discrète, celle qui ne faisait pas de vagues. Sa sœur cadette, Béatrice, 2 ans plus jeune et d'une vivacité éclatante, était la favorite incontestée. Directrice d'une boutique de design d'intérieur prétendument florissante, Béatrice était le sujet de toutes les louanges, le centre d'attention à chaque réunion de famille. Les parents, aveuglés par le charisme de Béatrice et sa capacité à raconter des histoires grandioses, ne voyaient en Éléonore qu'une employée de bureau sans ambition réelle. Ce soir-là, la villa familiale était en effervescence. Le 40e anniversaire de mariage de leurs parents battait son plein. Des éclats de rire et le tintement des verres remplissaient l'air. Éléonore, assise discrètement à l'extrémité de la longue table, observait la scène, un sourire doux sur les lèvres. Elle avait passé des semaines à organiser l'événement, s'assurant que chaque détail, du traiteur aux fleurs, était parfait. Mais bien sûr, c'était Béatrice qui recevait les compliments pour l'organisation impeccable. « Oh, Béatrice, tu as tout géré à merveille !» s'exclama une tante. Béatrice, avec un clin d'œil complice à Éléonore, un clin d'œil qui signifiait « ne dis rien », répondit avec un sourire radieux, « ce n'était rien. J'adore organiser pour notre famille adorée. » Eleonore se retint de soupirer. Puis, le moment tant redouté arriva. Au milieu d'un discours en l'honneur de leurs parents, Béatrice, le regard pétillant, se tourna vers Éléonore. « Et bien sûr, nous avons Éléonore ici, notre petite architecte. Comment te sens-tu d'être la moins utile ici, Éléonore, avec ton petit travail de bureau ?» Le ton était badin, mais le sourire de Béatrice était teinté d'une pointe de moquerie que seule Éléonore pouvait déceler. Un rire léger parcourut la table. Les cousins, les amis de la famille, même ses parents, riaient. Le visage de sa mère afficha une gêne passagère, mais son père rit de bon cœur, tapant l'épaule de Béatrice. Leur rire, ces rires familiers, résonnaient dans les oreilles d'Éléonore comme une vieille mélodie douloureuse. C'était la confirmation, une fois de plus, qu'elle était invisible, reléguée au rôle de faire-valoir. Mais cette fois, quelque chose se brisa en elle. Une étincelle, longtemps étouffée,
s'alluma. Elle se pencha en avant, son regard d'acier se fixant sur Béatrice. Le silence tomba sur la table, les rires s'éteignant un à un. Éléonore prit une profonde inspiration, sa voix calme, presque un murmure, mais pourtant d'une netteté saisissante. « Comment je me sens ? Je me demande plutôt comment tu te sentiras, Béatrice, quand cette moins utile arrêtera de payer tes factures. » Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent, son sourire figé se transformant en une expression de choc total. La pièce était plongée dans un silence, si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Éléonore se leva lentement, sa chaise raclant le parquet, et quitta la pièce, laissant derrière elle des visages stupéfaits et une atmosphère de pure incrédulité. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée que les bâtiments les plus emblématiques de Rio, ceux que Béatrice citait parfois comme « source d'inspiration » ou « ce projet où mon entreprise a apporté son expertise en design d'intérieur », étaient en réalité le fruit du génie silencieux d'Éléonore, l'architecte invisible. Et ce soir, cette invisibilité allait prendre fin. Le silence d'Éléonore après le dîner d'anniversaire n'était pas un signe de faiblesse, mais une déclaration. De retour dans son appartement minimaliste, baignée par la lumière du matin de Rio, elle n'éprouvait plus la morsure de l'humiliation, mais une détermination froide. Fini les béquilles financières invisibles, fini les sacrifices tus. Le premier domino à tomber fut la boutique de design de Béatrice. Chaque mois, depuis des années, Éléonore injectait discrètement une somme substantielle sur le compte de l'entreprise. Pas un prêt, mais une subvention cachée pour maintenir l'illusion de succès de sa sœur. D'un simple clic sur son ordinateur, Éléonore annula les virements automatiques. La sensation était étrange, libératrice et un peu effrayante. Les répercussions ne tardèrent pas. Moins de 48 heures plus tard, le téléphone d'Éléonore commença à vibrer. Au début, ce furent des messages confus de Béatrice. Problème avec les fournisseurs, un retard de paiement, je crois. Puis, les appels devinrent plus insistants, teintés de panique. Éléonore, c'est la catastrophe. Les factures s'accumulent, et notre compte est vide. C'est impossible. Éléonore laissait sonner, observant son écran avec un sentiment de justice tranquille. Elle ne se délectait pas de la détresse de sa sœur, mais elle savait que c'était une étape nécessaire. Pendant ce temps, Éléonore commença à opérer des changements subtils dans sa propre vie professionnelle. Lors d'une réunion avec de nouveaux clients potentiels, un couple d'investisseurs étrangers cherchant à construire un hôtel de luxe à Barra da Tijuca, Éléonore, d'ordinaire si réservée, parla avec une nouvelle assurance de ses réalisations. Mon approche est toujours axée sur la fonctionnalité sans sacrifier l'esthétique. Par exemple, sur le projet de la Tour Azur à Leblon. Elle vit un éclair de reconnaissance dans les yeux de l'un des investisseurs. La Tour Azur, c'est un bâtiment remarquable. Je croyais que c'était une réalisation du cabinet Mendes et Associés. Éléonore sourit poliment. Effectivement, je collabore avec de nombreux cabinets. C'est le secret d'une bonne architecture, n'est-ce pas? La capacité à travailler dans l'ombre pour laisser la lumière briller sur l'œuvre. Le clin d'œil subtil ne fut pas perdu sur l'investisseur. Le lendemain, ses parents débarquèrent à l'improviste, l'air grave. Béatrice était avec eux, son visage habituellement souriant tiré par l'anxiété. « Éléonore, nous devons parler », commença son père, sa voix grave. La situation de la boutique de Béatrice est critique. Il semblerait qu'il y ait eu un problème de trésorerie inexpliqué. Tu ne voudrais pas l'aider, n'est-ce pas? Juste le temps de redresser la barre. Béatrice acquiesça vigoureusement. Oui, Éléonore, tu es si douée avec les chiffres. Un petit coup de main, comme avant. Éléonore les invita à s'asseoir, une pile de documents à la main. Je savais que vous viendriez. Elle posa un dossier sur la table basse. Béatrice, tu te souviens de 2018? Quand ta première entreprise de décoration était au bord de la faillite. Des dettes qui s'accumulaient,
des fournisseurs impayés, des menaces de poursuites judiciaires. Le visage de Béatrice devint livide. Bien sûr que non. Il n'y a jamais eu de faillite. Tu inventes. Éléonore ignora l'interruption. À l'époque, j'ai tout réglé. J'ai négocié avec les créanciers, restructuré la dette et, pour te sauver, j'ai investi 50 000 reais de mes propres économies. En échange, et légalement, j'ai pris une participation majoritaire dans ta nouvelle entreprise, celle que tu diriges actuellement. Je possède 60% de ta boutique, Béatrice. Le choc fut palpable. Ses parents la regardèrent, incrédules. Béatrice se leva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. Quoi? C'est un mensonge. Tu n'as jamais dit ça. Tu es folle. Éléonore lui tendit les papiers, des contrats signés et notariés, des relevés bancaires prouvant chaque transfert. Je n'ai jamais eu besoin de le dire, Béatrice. Tu étais trop occupée à prendre le crédit pour des succès qui n'étaient pas les tiens. Pendant des années, j'ai versé de l'argent dans cette boutique, comme une horloge, 2000 reais par mois, juste pour qu'elle puisse se maintenir à flot. Et tu ne t'en es même pas rendu compte avant que je n'arrête. Son père se leva à son tour, sa voix emplie d'une colère sourde. Éléonore, comment as-tu pu faire ça? C'est notre famille. Tu l'as détruit. Éléonore rencontra son regard sans ciller. Détruire, papa? J'ai passé ma vie à la maintenir à flot. J'ai renoncé à mes rêves, à mes économies, à ma propre vie pour que vous puissiez tous vivre dans l'illusion de votre succès et de votre confort. Ce que vous voyez, ce n'est pas de la destruction. C'est la vérité qui frappe à votre porte. Et je suis loin d'avoir fini. La révélation d'Éléonore, claquant comme un coup de tonnerre dans le salon, laissa derrière elle un silence assourdissant, lourd de reproches et de consternation. Béatrice, la joue tremblante, finit par rompre le silence. C'est une manipulation. Tu as profité de mon moment de faiblesse pour me voler ma propre entreprise. Tu es une manipulatrice, Éléonore. Ses parents, eux, semblaient paralysés, oscillant entre l'incrédulité et une gêne manifeste. Leur image de Béatrice, la fille brillante et autonome, venait de prendre un coup sévère. Éléonore, inébranlable, soutint le regard furieux de sa sœur. Manipulatrice? J'ai sauvé ton entreprise d'une ruine certaine. J'ai investi mes économies, celles que j'avais mises de côté pour mes propres projets. Si je ne l'avais pas fait, tu n'aurais plus rien aujourd'hui. Elle se tourna vers ses parents. Et vous, vous saviez qu'elle avait des difficultés. Pourquoi ne m'avez-vous jamais demandé ce que j'avais fait pour elle? Son père, Monsieur Eduardo, un homme d'affaires à la retraite qui avait toujours valorisé la réussite apparente, trouva enfin sa voix. Éléonore, nous avons toujours cru en Béatrice. Elle est si vivante. Et toi, tu as toujours été si discrète. Nous pensions que tu étais stable, que tu n'avais pas besoin de notre aide ou de nos félicitations pour tes petites réussites. Le mot « petite » résonna dans l'air, soulignant l'écart abyssal entre leur perception et la réalité. Petite réussite. Éléonore rit, un rire amer. Parlons-en, papa. Vous vous souvenez de l'immeuble Saphir dans le centre-ville? Celui que Béatrice a présenté comme son chef-d'œuvre de design d'intérieur l'année dernière, et qui lui a valu le prix Design Excellence Awards. Béatrice se raidit, un voile de panique traversant ses yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'était mon projet. Éléonore se leva et se dirigea vers son sac, en sortant un rouleau de documents. Non, Beatrice. C'était mon projet. De A à Z. Elle déplia les plans détaillés, les croquis initiaux, tous signés de sa main, et une série de mails échangés avec l'entreprise de construction. Tu te souviens quand tu m'as supplié de jeter un œil à ce projet, car tu étais débordé? Tu avais en réalité un énorme prêt bancaire qui arrivait à échéance, et il te fallait un projet primable pour le renégocier.
J'ai conçu tout l'immeuble, de la structure aux moindres détails intérieurs, pour qu'il soit une merveille architecturale. J'ai même laissé ton nom sur les présentations initiales parce que tu m'as fait croire que c'était pour le bien de la famille, et que tu avais besoin de ce coup de pouce, point. Les parents fixèrent les documents, le choc gravé sur leur visage. Béatrice, livide, tenta de récupérer les papiers. Tu es une menteuse. C'est faux. Elle a toujours été jalouse de mon succès. Jealous, Beatrice? La voix d'Éléonore était glaciale. Jalouse de quoi? D'un succès bâti sur mes sacrifices? Les nuits blanches passées à dessiner ses plans, alors que tu faisais la fête? Le stress de devoir livrer un projet parfait pour que tu puisses tromper la banque et tes clients. Elle jeta un autre document sur la table, un contrat de consultation confidentiel entre elle et un fonds d'investissement, stipulant qu'elle était l'architecte principale derrière plusieurs projets urbains d'envergure, dont l'immeuble Saphir. C'était son véritable travail, l'œuvre qui lui avait valu une réputation discrète mais solide dans le milieu professionnel, loin des paillettes et des mensonges de Béatrice. « Vous ne m'avez jamais vu, n'est-ce pas ?» dit Éléonore, sa voix s'emplissant d'une tristesse profonde. « Vous avez toujours vu Béatrice comme la réussite, la lumière, et moi comme l'ombre. Vous avez fermé les yeux sur mes efforts, sur mes contributions, sur mes propres rêves. Mais la vérité, c'est que la façade que vous admirez tend s'effondre sans les fondations que j'ai construites. Les fondations, Béatrice, ce n'était pas toi. » La tension était insoutenable. Les parents se regardaient, leur visage marqué par une nouvelle et douloureuse prise de conscience. Béatrice, démasquée, ne parvenait plus à articuler un seul mot, sa colère se mêlant à une honte qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Le vernis de sa perfection se craquait, révélant la dépendance et le subterfuge qui se cachaient dessous. Et Éléonore, pour la première fois, se sentait pleinement visible. Le silence qui suivit la révélation de l'immeuble Saphir fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les plans d'architecte, étalés sur la table basse, témoignaient d'une vérité que la famille avait refusé de voir. Le visage de Béatrice était un mélange de rage et de terreur, tandis que ses parents semblaient enfin confrontés à l'ampleur de leur aveuglement. « Vous voyez ces plans ?» commença Éléonore, sa voix calme mais perçante. « Chaque ligne, chaque calcul, chaque détail de design. C'est mon travail. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. » Elle sortit un autre dossier, plus épais celui-ci. Quand papa a eu des problèmes avec son investissement dans cette plantation de café il y a 15 ans, vous vous souvenez? Son père, Monsieur Eduardo, tressaillit. C'était une période difficile, Éléonore. Un mauvais placement. Mais nous nous en sommes sortis. Vous vous en êtes sortis parce que j'ai vendu toutes mes actions dans une entreprise de technologie que j'avais achetée avec mon premier salaire. J'avais 14 ans, et j'avais économisé chaque centime. Ces actions ont permis de couvrir vos pertes et d'éviter que vous ne perdiez la maison. Éléonore sortit des relevés bancaires datant de l'époque, avec des montants de transfert clairs vers le compte de ses parents. Personne n'a jamais dit un mot. Mais vous l'avez pris. Sa mère, Madame Sophia, des larmes aux yeux, murmura « Angela, je veux dire Éléonore, nous ne savions pas que c'était toi. Nous pensions que c'était un miracle, une aide d'un ami de ton père. » « Un miracle qui avait mon nom sur les reçus, maman, » rétorqua Éléonore, sans colère, mais avec une tristesse immense. Puis, il y a eu l'université. Mon admission à l'École nationale supérieure d'architecture à Paris. Un rêve, n'est-ce pas? Une bourse partielle que j'avais décrochée à force de travail acharné. Elle déposa la lettre d'admission et le relevé de bourse sur la table. Mais quand Béatrice a eu des problèmes avec ses frais de scolarité à sa prestigieuse école privée, et que vous n'arriviez plus à payer, qu'est-ce qui s'est passé? Béatrice, qui s'était ressaisie, la coupa. J'ai juste eu un petit problème de trésorerie, rien de grave. Et tu étais déjà à Rio, tu n'avais pas besoin d'aller si loin. Je n'avais pas besoin d'aller si loin parce que j'ai utilisé l'argent de ma bourse,
et mes économies de serveuse pour payer tes frais de scolarité impayés, révéla Éléonore, sa voix tremblante d'émotion. J'ai renoncé à Paris, à mon rêve de travailler sur des projets internationaux, pour m'inscrire à l'université locale. J'ai jonglé avec 2 emplois et des cours du soir pendant des années pour pouvoir m'en sortir et continuer à vous aider. Elle tendit les reçus des paiements universitaires au nom de Béatrice, avec la preuve que les fonds provenaient de son propre compte. Vous vous souvenez, maman, quand tu disais « Éléonore, tu es une si bonne fille, toujours prête à aider ?» C'était ça, l'aide. Ma vie, mes rêves en suspens. Monsieur Eduardo secoua la tête, le visage défait. C'est beaucoup à digérer, Éléonore. Nous ne voulions pas. Nous pensions que tu étais juste généreuse. Généreuse au point de me vider de ma substance, papa, répondit Éléonore, les larmes montant à ses yeux pour la première fois. Quand le fonds de pension de la famille a failli s'effondrer l'année dernière, et que personne ne savait comment le récupérer, qui a passé des mois à analyser les marchés, à restructurer les investissements, à négocier avec les gestionnaires pour le sauver. Elle sortit un cahier rempli de graphiques complexes et de notes manuscrites. C'est moi. Nuit après nuit. Pour que vous puissiez conserver votre retraite et votre confort. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? La moquerie de Béatrice, et votre silence. Votre permission tacite qu'elle me traite comme la moins utile point. Béatrice s'éclata en sanglots. Tu nous humilies. Tu as gardé tout ça secret pour nous faire honte. J'ai gardé ça secret parce que je pensais que c'était mon devoir, ma façon de vous montrer que je tenais à vous, rétorqua Éléonore. Mais chaque fois que je vous aidais, vous me traitiez comme si j'étais transparente. Vous n'avez jamais cherché à savoir ce qui se passait vraiment. Vous vous êtes contenté de l'arrangement, de la facilité. Et maintenant, je veux que vous le reconnaissiez. Tout. Chaque centime, chaque sacrifice, chaque rêve mis de côté. Elle posa un dernier document sur la table, le plus dévastateur. Il y a 7 ans, quand votre banque a failli saisir la maison familiale à cause de l'hypothèque impayée, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, maman? Le stress, les appels incessants. Madame Sophia hocha la tête, les larmes coulant librement. Je me suis souvenu que tu étais allée à la banque avec moi, mais je ne me suis jamais posé de questions. Parce que je n'ai pas seulement été avec toi, maman. J'ai payé l'intégralité du solde de l'hypothèque. J'ai utilisé toutes mes économies, et j'ai même contracté un petit prêt pour compléter. La maison n'est plus à votre nom, techniquement. La propriété de la maison vous a été transférée, à titre gratuit, après le paiement intégral de l'hypothèque, mais le document original de rachat, celui qui prouve que j'ai remboursé la totalité, est à mon nom. Vous vivez ici grâce à moi, pas grâce à un miracle. Le choc fut si grand qu'aucun son ne s'échappa de la bouche de ses parents. L'image de la sécurité qu'ils avaient toujours chérie était brisée. Béatrice, au sol, semblait incapable de respirer. La vérité, brute et impitoyable, venait de démolir la façade de leur existence. Éléonore, le cœur lourd mais l'esprit clair, savait qu'elle avait mis fin à l'illusion. Le plan de la vérité était maintenant entièrement révélé. L'onde de choc de la révélation sur la propriété de la maison résonnait encore dans le salon. Madame Sophia, blême, s'accrochait à la main de son mari, le regard perdu dans le vide. Béatrice, assise sur le sol, les larmes coulant sans bruit, semblait avoir perdu toute contenance. L'image de la famille parfaite, qu'ils avaient si méticuleusement construite, gisait en 1000 morceaux. Éléonore, épuisée mais le cœur léger d'un poids enfin libéré, s'assit face à eux. Je ne cherche pas à vous humilier. Je veux juste que vous voyiez la vérité. Que vous compreniez l'étendue de ce que j'ai fait, et l'impact de vos mots. Monsieur Eduardo, le visage ravagé, prit la parole, sa voix à peine un murmure. Nous ne savions pas. Nous pensions que tu étais si forte, si indépendante. Nous ne nous sommes jamais imaginé que tu portais un tel fardeau. Et Béatrice,
Nous étions si fiers de son succès. Point. Les mots sonnaient creux, une ironie amère dans l'air. La fierté de Béatrice, elle, était en lambeaux. Son entreprise florissante était en réalité une coquille vide, maintenue à flot par les injections constantes d'Éléonore. Les Design Excellence Awards, qu'elle avait exhibés partout, étaient le fruit du travail acharné de sa sœur. La nouvelle de ses difficultés financières et des révélations d'Éléonore commençait déjà à filtrer dans leur cercle social étroit, menaçant la réputation soigneusement façonnée de Béatrice. Ses clients commençaient à s'interroger, les fournisseurs exigeaient des paiements immédiats. Le monde de Béatrice s'écroulait, et cette fois, il n'y avait pas d'Éléonore silencieuse pour la sauver. Les jours qui suivirent furent un tourbillon émotionnel. Les appels téléphoniques entre les membres de la famille étaient tendus, chargés de non-dits et de frustration. Madame Sophia tentait maladroitement de recoller les morceaux, suppliant Éléonore d'oublier et de pardonner. Monsieur Eduardo, lui, était en proie à une introspection douloureuse, réalisant l'ampleur de son aveuglement. Il avait toujours admiré la force de caractère, mais il n'avait jamais regardé la sienne, celle d'Éléonore, assez attentivement. Quant à Béatrice, elle passa de la fureur initiale à un désespoir profond. Elle envoya des messages rageurs à Éléonore, l'accusant de tout gâcher, puis des messages implorants, lui demandant comment arranger ça. Mais Éléonore restait ferme. Elle avait brisé le cycle de la dépendance. La question centrale pour Éléonore était désormais, que faire? Elle possédait 60% de l'entreprise de Béatrice. Elle pouvait la vendre, la laisser couler, ou même la reprendre et en faire une entreprise réellement prospère sous sa propre direction. Elle pouvait aussi reprendre la propriété de la maison familiale, un acte symbolique qui montrerait l'étendue de sa décision. La tentation de tout laisser tomber, de s'éloigner de ce nid de mensonges et de charges, était forte. C'est alors qu'un email inattendu arriva. Un prestigieux cabinet d'architecture internationale, basé à Londres, l'avait contacté. Ils avaient été impressionnés par son travail sur des projets discrets à Rio, notamment, et ironiquement, l'immeuble Saphir, dont le véritable architecte avait fini par être identifié grâce à des fuites dans l'industrie. Il lui offrait le poste de directrice de conception pour un projet emblématique à Dubaï, un gratte-ciel innovant qui redéfinirait l'horizon de la ville. Le salaire était astronomique, les opportunités illimitées, et la reconnaissance mondiale assurée. Mais cela signifiait déménager définitivement, laissant Rio et sa famille derrière elle. L'offre était la concrétisation de son rêve le plus profond, celui qu'elle avait enterré si longtemps pour le bien de sa famille. C'était la porte de sortie, l'opportunité de construire enfin sa propre vie, loin des attentes et des fardeaux. Mais en même temps, elle ressentait un pincement au cœur. Pouvait-elle vraiment partir, laissant sa famille dans le chaos, même si elle était la cause de ce chaos? Était-ce une vengeance, ou une libération? Éléonore se retrouva face à un dilemme déchirant. D'un côté, la liberté, la reconnaissance méritée, une carrière florissante à l'échelle mondiale. De l'autre, sa famille, brisée mais enfin consciente de ses erreurs, et l'opportunité, peut-être, de reconstruire sur des bases saines. La tension était palpable, non pas dans les dialogues, mais dans la solitude de sa décision. Elle se sentait enfin vue, mais le prix de cette visibilité était la douleur de ceux qu'elle avait tant aimés et soutenus. La voie était double, démolir entièrement les vestiges du passé, ou tenter de reconstruire, brique par brique, une nouvelle fondation pour sa famille, avec elle, Éléonore, comme architecte en chef. Le poids de cette décision l'accompagnait partout. Les gratte-ciels de Rio, qu'elle avait si souvent regardés comme des symboles de sa propre ambition silencieuse, semblaient maintenant lui poser la question. Que vas-tu construire, Éléonore? Un avenir pour toi seule, ou un avenir où la vérité peut enfin coexister avec l'amour? La proposition de Londres et de Dubaï flottait dans l'esprit d'Éléonore comme une promesse alléchante de liberté. Elle imaginait déjà les lignes audacieuses des gratte-ciels qu'elle pourrait concevoir, la reconnaissance d'un milieu qui, pour une fois, valoriserait son talent sans condition. Loin de Rio, loin de l'ombre de Béatrice,
loin des attentes silencieuses de ses parents. L'idée de laisser tout derrière elle avait un goût doux amer, un mélange de soulagement et d'une pointe de nostalgie pour la famille qu'elle avait toujours essayé de sauver. Pendant 2 semaines, le téléphone d'Éléonore est resté étrangement calme. La famille était sous le choc, digérant les vérités crues qu'elle leur avait jetées à la figure. Béatrice se murait dans un silence de colère et de honte, ne répondant qu'à ses avocats qui tentaient de trouver une faille dans les contrats d'Éléonore, en vain. Ses parents, eux, hésitaient entre la tristesse, la culpabilité et une incompréhension profonde. Ils ne l'avaient jamais vue ainsi, si forte, si déterminée. Un soir, alors qu'Éléonore travaillait sur ses esquisses préliminaires pour le projet de Dubaï, son téléphone sonna. C'était sa mère. Éléonore hésita, puis décrocha. La voix de Madame Sophia était fatiguée, empreinte d'une sincérité nouvelle. « Éléonore, est-ce que tu peux venir ? Juste pour parler. Sans Béatrice, sans papa. Juste nous deux. » Le cœur d'Éléonore se serra. Une partie d'elle voulait refuser, craignant une nouvelle tentative de manipulation, un plaidoyer pour sauver la famille. Mais une autre, plus profonde, la poussait à y aller. Elle avait besoin de ce tête-à-tête, de cette confrontation finale, pour savoir si la rédemption était possible. Arrivée à la maison familiale, l'atmosphère était différente. Plus de rires forcés, plus de silence tendu. Madame Sophia l'accueillit avec un regard lourd de regret. Elles s'assirent dans le salon, et pour la première fois, ce fut la mère qui brisa la glace, non pas avec des reproches, mais avec des excuses. « Éléonore, je n'ai pas de mots pour te dire à quel point je suis désolée, » commença Madame Sophia, les larmes coulant librement. « Nous avons été aveugles. » Talment of Vogels. Nous étions si fiers du succès de Béatrice, et toi, tu as toujours été si solide, si fiable. Nous avons pris ta générosité pour acquise, tes sacrifices pour une évidence. Je me souviens de chaque fois où tu as aidé, et nous avons fermé les yeux, ou avons cru que ça s'arrangerait. L'université, les dettes de ton père, la maison. Mon Dieu, la maison. Tu as tout porté, Éléonore. Et nous t'avons laissé te faire rabaisser. Elle posa sa main sur celle d'Éléonore, un geste de tendresse qu'Éléonore n'avait pas ressenti depuis des années. Tu as raison. Tu n'aurais pas dû avoir à nous le dire. Nous aurions dû le voir. Je suis si désolée, ma fille. Les paroles de sa mère, si longtemps attendues, furent comme un baume sur une vieille blessure. Éléonore sentit ses propres larmes monter. Maman. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Leur conversation dura des heures, remplie d'émotions, de vérités enfin dites. Madame Sophia admit qu'elle avait toujours eu peur des confrontations, qu'elle laissait son mari et Béatrice prendre le dessus pour garder la paix. Elle avait ignoré les signaux, les appels à l'aide silencieux d'Éléonore, par lâcheté. Éléonore raconta les nuits de travail, les rêves mis de côté, la solitude qu'elle ressentait en portant le poids de sa famille. Pour la première fois, elle se parlait d'égal à égal, non plus en mère et fille, mais en 2 femmes enfin honnêtes l'une envers l'autre. Le lendemain, c'est Monsieur Eduardo qui vint à l'appartement d'Éléonore, seul. Il avait l'air vieilli, son arrogance habituelle ayant disparu, remplacée par une humilité inattendue. « Éléonore, commença-t-il, les mains jointes. Ta mère m'a ouvert les yeux. Elle a raison. Nous avons été injustes, égoïstes. Je t'ai toujours vue comme la solide, celle qui n'avait besoin de rien, pendant que je projetais tous mes espoirs sur Béatrice. Je t'ai laissé dans l'ombre, sans jamais te donner le crédit que tu méritais. C'est inacceptable. Je suis désolée, ma fille. Profondement di soul. Éléonore, émue par la sincérité de son père, hocha la tête. Papa, je n'attendais pas d'excuses. Juste que vous voyiez la vérité. Que vous compreniez. Nous la voyons maintenant, répondit-il, les yeux rougis. Et nous sommes fiers de toi. Vraiment fiers. Bien plus que des réussites éphémères de ta sœur.
Il marqua une pause. Que comptes-tu faire maintenant? Avec la boutique de Béatrice, et avec ton avenir. Éléonore leur parla de l'offre de Dubaï. La réaction de ses parents fut surprenante. Au lieu de la supplier de rester, ils l'encouragèrent, les larmes aux yeux. « Vas-y, ma chérie, » dit sa mère. « C'est ton rêve. Tu as sacrifié assez pour nous. Il est temps que tu construises ta propre vie, ton propre empire. » Puis vint le moment le plus inattendu. Quelques semaines plus tard, lors d'un déjeuner familial organisé par Madame Sophia, un déjeuner simple, sans faste, juste les 4 membres de la famille nucléaire, Béatrice arriva, le visage pâle, mais le regard curieusement apaisé. Son entreprise était en chute libre, ses mensonges exposés. Elle avait touché le fond. Elle se tourna vers Éléonore, prit une profonde inspiration et, devant ses parents stupéfaits, prononça les mots qu'Éléonore n'aurait jamais cru entendre. « Éléonore, je suis désolée. Vraiment désolée. Pour tout. Pour les mots, pour les mensonges, pour avoir pris ton travail, pour avoir cru que j'étais meilleure que toi. Tu as tout fait pour moi, pour nous, et je t'ai traité comme de la merde. Tu es la plus forte, la plus talentueuse, et la plus généreuse d'entre nous. Et je suis tellement honteuse. » Ses larmes coulaient librement, non pas de rage ou de pitié pour elle-même, mais d'un remords sincère. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je promets de le faire par moi-même. Et je te serai éternellement reconnaissante. » C'était le plot twist le plus retentissant de tous. Pas une vengeance spectaculaire, mais la réconciliation la plus pure. Éléonore sentit un poids immense quitter ses épaules. La famille, enfin, était prête à se reconstruire, non pas sur les mensonges et les attentes, mais sur la vérité et le respect mutuel. Quelques mois plus tard, Éléonore Vance s'envolait pour Dubaï. Elle laissait derrière elle une famille transformée, une sœur en voie de rédemption, et des parents enfin fiers d'elle pour ce qu'elle était vraiment. Son nouveau projet était colossal, un défi architectural à la hauteur de son talent. Mais cette fois, elle le construisait pour elle-même, non pour les autres. La tour Éléonore, comme elle l'appelait en secret, s'élèverait fièrement, non pas comme un monument à ses sacrifices, mais comme le symbole de sa liberté retrouvée, de sa force, et de la vérité qui, enfin, l'avait rendue visible. Elle était l'architecte de son destin, et le nouvel horizon s'annonçait radieux. La dernière note de la musique s'estompe, et les lumières se rallument doucement, éclairant les visages pensifs du public. L'histoire d'Éléonore, de Béatrice, et de leurs parents résonne encore dans l'air, une mélodie complexe de sacrifices, de non-dits, de chagrin et, finalement, d'une rédemption inattendue. Mes amis, quel voyage nous venons de faire ensemble. Nous avons vibré avec Éléonore, cette architecte silencieuse qui, pendant des années, a soutenu les fondations de sa famille tout en restant invisible. Nous avons ressenti sa frustration, sa douleur face aux moqueries et à l'ingratitude. Nous avons été témoins de la superficialité de Béatrice, de son besoin de reconnaissance et de son incapacité à voir la vérité en face. Et nous avons vu nos parents, Monsieur Eduardo et Madame Sophia, aveuglés par leurs propres attentes et leurs peurs, manquer de reconnaître la lumière qui brillait juste sous leurs yeux. Mais au-delà du drame familial, des rebondissements qui nous ont laissé bouche bée. Qui aurait cru qu'Éléonore possédait la boutique de Béatrice? Ou qu'elle avait sauvé la maison familiale de la saisie? Cette histoire est une mine de leçons pour chacun de nous. Elle nous invite à une profonde introspection sur nos propres vies, nos relations, et la manière dont nous valorisons, ou non, ceux qui nous entourent. Alors, chers spectateurs, prenez un instant pour réfléchir avec moi. Qu'est-ce que l'histoire d'Éléonore nous enseigne sur le sacrifice? Combien d'entre nous portent des fardeaux silencieux pour ceux que nous aimons, sans jamais demander de reconnaissance? Éléonore a donné son temps, son argent, ses rêves, sa jeunesse pour sa famille. Elle a mis de côté ses aspirations les plus profondes, son désir d'une carrière internationale, pour maintenir les illusions de succès et de stabilité des siens. C'est une abnégation admirable, mais qui l'a aussi menée à l'épuisement et à un profond sentiment d'être sous-estimée.
La leçon ici n'est pas de ne pas aider, bien sûr, mais de se rappeler que le sacrifice doit être vu et valorisé, et qu'il ne doit jamais se faire au détriment de sa propre intégrité et de son bien-être. Éléonore a appris à dire assez. Et c'est une leçon que beaucoup d'entre nous devons apprendre. Il est vital de fixer des limites et de ne pas se laisser vider de sa substance par les attentes, souvent inconscientes, des autres. Et que dire de l'invisibilité ? Éléonore était le pilier, l'architecte derrière les scènes, mais sa famille la voyait comme la moins utile. Combien de personnes dans nos vies sont les véritables bâtisseurs, les silencieux travailleurs, les soutiens invisibles qui rendent tout possible, et que nous prenons pour acquis? Un parent, un ami, un collègue? Cette histoire est un rappel poignant de l'importance de voir au-delà des apparences, de reconnaître les efforts qui ne sont pas toujours criards, et de valoriser les contributions discrètes mais essentielles. Béatrice, avec tout son éclat, n'était qu'une façade. Éléonore, dans son humilité, était la véritable force. Cela nous pousse à nous interroger. Voyons-nous vraiment ceux qui nous entourent? Ou sommes-nous, comme les parents d'Éléonore, parfois trop occupés par nos propres préjugés et nos attentes pour percevoir la vérité? Le thème de la vérité est également central. Éléonore a choisi de tout déballer, de mettre au jour chaque sacrifice, chaque mensonge, chaque soutien financier. Ce fut douloureux, dévastateur même, mais c'était la seule voie vers une véritable guérison et une possible réconciliation. La vérité peut faire mal, elle peut démolir les illusions que nous nous sommes construites, mais elle est aussi le seul fondement solide sur lequel on peut reconstruire. Sans la confrontation avec la réalité, il n'y aurait eu aucune chance pour Béatrice de reconnaître ses erreurs, ni pour les parents de comprendre l'ampleur de leur aveuglement. La vérité, même crue, est un acte d'amour profond, car elle ouvre la porte à la croissance et à la transformation. Et parlons de la réconciliation. C'est le plus beau des rebondissements, n'est-ce pas? Nous nous attendions peut-être à une victoire éclatante d'Éléonore, une vengeance douce où elle laisserait sa famille sombrer. Mais elle a choisi une autre voie. La véritable victoire n'a pas été de détruire, mais de révéler la vérité et de laisser la place à une transformation. La sincérité des excuses de Béatrice, après avoir touché le fond, et le remords de ses parents, montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour reconnaître ses torts et pour essayer de reconstruire sur de nouvelles bases. Le pardon, l'humilité et la compréhension mutuelle sont les véritables piliers d'une famille forte. Éléonore n'a pas tout oublié, mais elle a ouvert la voie à un avenir où les relations sont basées sur la transparence et le respect. Alors, chers amis, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés en la créant. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion sur vos propres vies, et sur la manière dont vous interagissez avec ceux que vous aimez. Peut-être vous encouragera-t-elle à regarder autour de vous, à voir les Éléonore dans vos vies, à valoriser leurs contributions, et à ne pas avoir peur de la vérité, même si elle est difficile à entendre. Si cette histoire vous a plu, si elle a suscité en vous des émotions et des réflexions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez un pouce bleu sous cette vidéo, c'est un petit geste qui signifie beaucoup pour nous et nous aide à savoir que ce contenu vous plaît. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à créer des contenus qui, nous l'espérons, vous inspirent et vous divertissent. Maintenant, alors que nous nous éloignons de l'histoire d'Éléonore et de sa famille, permettez-moi de relier ces profondes leçons à une vérité encore plus grande, une vérité qui transcende les drames familiaux et les réussites professionnelles, l'amour inconditionnel. Nous avons vu à quel point Éléonore a aimé sa famille, au point de se sacrifier. Mais même cet amour, si grand soit-il, est une pâle imitation de l'amour infini dont parle l'Évangile. Dans la Bible, le livre de Jean, au chapitre 3, verset 16, nous lisons des paroles qui ont résonné à travers les âges et qui sont le cœur même du message chrétien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Réfléchissez un instant à ces mots. Dieu a tant aimé le monde.
Cela inclut chaque personne sur cette planète, avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs, ses moments de gloire et ses moments d'ombre. Cela inclut Éléonore dans ses sacrifices, Béatrice dans ses mensonges, et leurs parents dans leur aveuglement. Cela inclut vous, et cela inclut moi. Cet amour de Dieu n'est pas basé sur ce que nous faisons ou sur la façon dont nous nous comportons. Il n'attend pas que nous soyons parfaits, utiles ou dignes. Il est simplement un amour tant, un amour si vaste, si profond, qu'il défie notre compréhension. Imaginez l'amour d'Éléonore pour sa famille. Un amour qui l'a poussé à donner ses économies, à abandonner ses rêves, à porter leur fardeau. C'était un amour immense, mais il avait ses limites, et il a fini par la blesser. L'amour de Dieu, lui, n'a pas de limites. Il ne prend jamais fin, il ne s'épuise jamais, et il ne vous demandera jamais de vous vider de votre substance pour le mériter. Au contraire, il est la source de toute substance, de toute vie. Et cet amour ne s'est pas contenté d'être un sentiment. Il s'est manifesté par une action concrète et ultime, il a donné son Fils unique. Tout comme Éléonore a donné ses possessions les plus précieuses, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, Jésus-Christ. Pourquoi un tel sacrifice? Pour une raison simple et profonde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le concept de « périr » ici ne parle pas seulement de la mort physique, mais d'une séparation éternelle d'avec Dieu, une vie sans espoir ni véritable sens. Le péché, nos erreurs, nos défauts, nos mensonges, comme ceux de Béatrice, notre égoïsme, comme l'aveuglement des parents, et même nos sacrifices non reconnus, comme ceux d'Éléonore, nous séparent de la perfection de Dieu. Mais l'amour de Dieu est si grand qu'il a fourni un pont, une solution à ce problème fondamental. Jésus-Christ est venu sur terre, a vécu une vie parfaite, sans péché, et a accepté de mourir sur une croix. Sa mort n'était pas un accident, mais un acte délibéré d'amour, le sacrifice ultime pour payer la rançon de nos péchés. Il est mort à notre place, portant le châtiment que nous méritions, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et ce n'est pas tout. La phrase ne se termine pas par « périr point », mais par « mais qu'il est la vie éternelle ». La vie éternelle n'est pas seulement une quantité de temps infini, mais une qualité de vie, une relation restaurée avec Dieu, une paix qui dépasse toute compréhension, un but, une espérance, et la promesse d'une vie future avec lui, libre de toute douleur et de toute souffrance. C'est le don le plus précieux que l'humanité puisse recevoir. Comment obtenir ce don incroyable? Le verset est clair, que quiconque croit en lui. Il ne dit pas que quiconque travaille assez dur, ou que quiconque est assez bon, ou que quiconque sacrifie tout. Il dit simplement croit. Croire en Jésus ne signifie pas seulement reconnaître qu'il a existé. Cela signifie lui faire confiance, accepter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité. C'est lui donner les rênes de votre vie, l'inviter à être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver par vos propres efforts, et que seul lui peut vous offrir ce salut. Tout comme Éléonore a finalement été vue et reconnue, Dieu vous voit et vous connaît parfaitement. Il connaît vos sacrifices silencieux, vos luttes cachées, vos peurs, vos désirs. Et son amour pour vous est sans condition. Il n'attend pas que vous arrangiez votre vie pour vous aimer. Il vous aime tel que vous êtes, là où vous êtes. Alors, cher ami, si vous avez été touché par cette histoire, si les thèmes de l'amour, du sacrifice, de la vérité et de la réconciliation ont résonné en vous, je vous invite aujourd'hui à faire un pas de foi. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, si vous n'avez jamais fait l'expérience de cet amour inconditionnel et de cette vie éternelle dont parle l'Évangile, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire en priant une simple prière, du fond de votre cœur. Ce n'est pas une formule magique, mais une expression sincère de votre foi. Vous pouvez dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je te demande de me pardonner.
Je t'invite à entrer dans ma vie, à être mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à vivre une vie qui te plaise. Merci pour ton immense amour et pour le don de la vie éternelle. Amen. Si vous avez prononcé cette prière sincèrement, sachez que le ciel se réjouit. C'est le début d'une nouvelle vie, d'une relation personnelle avec Dieu. Et tout comme l'histoire d'Éléonore a eu une fin de réconciliation et un nouveau départ, votre vie peut être transformée et remplie d'un espoir qui ne déçoit jamais. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que les leçons de cette histoire et la vérité de l'amour de Dieu vous accompagnent et vous guident dans votre propre chemin. Nous espérons vous revoir très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. À très vite.